Salut à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors, on se retrouve avec le Banshee, hein, le quad que tu as vu récemment dans la dernière vidéo sur YouTube. Donc là, je te le dis, c'est la seconde partie de vidéo. Il y aura certainement encore une troisième partie, peut-être d'autres encore, je sais pas. Comme je te le disais dans la vidéo précédente, hein, il nous reste énormément de travail. Et bien sûr, hein, je suis encore accompagné de mon acolyte Romain, qui est juste là. J'ai bien dit acolyte et pas alcoolique, hein. Bon, il est pas breton, donc il peut pas trop comprendre. Allez, on continue là-dessus. Donc je te remontre, voilà, où on en était sur la dernière vidéo, hein, donc la vidéo que tu as vu sortir hier. Au programme aujourd'hui, on a donc le remplacement de l'embrayage complet avec la cloche d'embrayage, hein, avec la petite cloche Inson, qui est juste là. Une belle pièce aussi. Hop. Donc ça, l'embrayage EBC qui va avec, les disques qui sont cachés juste là. Voilà. On a également tous les cylindres blocs moteurs à remplacer, donc devant, enfin derrière, devant, etc. Surtout devant d'ailleurs, hein, parce que tu vois, ouais, bon, il est malade. Et donc la platine d'allumage aussi réglable, hein, ici, donc on va simplement remplacer la platine d'origine derrière, et le fait de passer sur cette platine là nous permet de régler l'avance à l'allumage, et forcément d'aller adapter au mieux les performances du moteur par rapport aux modifications. Encore une fois, hein, je te le rappelle, et je t'invite à aller voir la première partie de la vidéo pour bien comprendre ce qui suit. Juste un petit récapitulatif de ce qui a été fait là-dessus. Je te remontre. Donc les deux cylindres sont passés en réalisage, piston 9 Iseco dans les deux cylindres. Culasse Cool Head, refroidissement liquide forcément, mais avec un meilleur refroidissement. Deux dômes dedans de 21 cc. Les deux V-Force 4, deux carbutes de 32 Sunward. Et sur le quad, hein, on a également déjà, il est arrivé avec ça, donc les deux lignes Paul Turner spécifiques pour le quad. Et donc, voilà, hein, c'est déjà pas mal. On verra si on arrive à faire tout ce qu'on veut d'ici ce soir. On a du pain sur la planche là. Bon, du coup voilà comment c'est fait. Donc tu vois la cloche Inson, hein, qui est là, fournie avec des vis ici. Et donc ce que je me demandais en fait, hein, par rapport à la cloche d'origine, tu vois, c'est qu'en fait forcément, hein, il faut aller récupérer ce pignon là. Et là, mais ça c'est pas démontable, hein, ces rivets là sont vraiment fixes dessus. Donc en fait, hein, la notice qui est là, bon, elle est en anglais. Faut se débrouiller un petit peu, mais grossièrement en fait, hein, il t'explique qu'il faut aller couper les anciens rivets là. Et donc il va falloir remplacer ça par des vis. On va voir comment ça va se faire. Du coup, armé d'une meuleuse avec un disque à lamelles, je vais venir meuler les têtes des rivets ici. Allez. Bon, tu vois, hein, ça se fait bien. Hein. Là, il faut fallu plus d'une minute pour meuler ça. Et donc maintenant, je vais prendre un marteau à ferrer les lapins, comme on dit chez moi. C'est un vieux maillet qui est un peu abîmé. Et je pense que juste en leur tapant derrière, ouais, ça sort. Je vais aller prendre un chasse un peu plus petit que ça quand même. Et un marteau un peu plus viril. Entendu, je pense, c'est déjà un premier bout qui vient. Hop. Ok. Ah, effectivement, et quand je vois la gueule des cylindres blocs derrière, au secours. Au secours. Voilà.
Donc tu vois, du coup, hein, maintenant, tu comprends mieux pourquoi il y avait du jeu. Tu vois, quand tu vois l'état des cylindres blocs, hein, ils sont complètement éclatés. Là, regarde, je pense que si je fais ça, tu vois, je continue de le casser en deux, quoi. Ils sont à peu près tous dans cet état-là. Donc bon, forcément, ça reste du caoutchouc qui prend très cher, qui chauffe, qui refroidit, qui chauffe, qui refroidit. Enfin bon, inutile de te dire que ça s'use, quoi. Donc voilà, là j'ai soigneusement nettoyé le pignon hein, pour enlever toute la limaille, etc. de quand je l'ai mené tout à l'heure. Maintenant, je m'attaque à l'assemblage de la cloche sur le pignon. Donc, pour ce faire, tu vois, celle-ci est vissée et non plus rivetée comme l'autre. Donc voilà, déjà, tac, je enlève toutes les vis comme il faut. Merci, on va gagner un peu de temps. Hop. Voilà. Alors maintenant, comment c'est fait là-dedans? Bon bah, ça ressemble à peu près à l'autre, hein, grosso modo, un peu de choses près, tu vois. C'est une belle pièce taillée masse. Donc, je viens replacer le pignon dessus. Ça rentre pile poil. Tu vois, de chaque côté, donc j'ai à nouveau des cylindres blocs à venir lui mettre. Ah, bizarrement, il y a moins de jeu déjà. Puis, cylindres blocs, s'il te plaît, je sais pas si tu vas bien voir, mais ils sont marqués Inson hein, quand même. Ils chipotent pas quand même sur la qualité, les mecs. Bon, par contre, mon petit doigt me dit que ça va pas être aussi facile à remettre que ce que ça a été enlevé sur l'autre. Bon, ça va. J'ai crié au loup un peu vite quand même. Tac. Bon, bah là déjà, hein, il n'y a plus de jeu. C'est génial. Et donc maintenant, je vais remettre cette pièce là derrière. Hein, et tu vois, ici tu as un petit autocollant écrit en anglais où ils disent bien de mettre de la Loctite forte dessus. Forcément, t'imagines bien que si ça se dessert, ça va faire des dégâts là-dedans. Donc là, on va remonter ça à la Loctite forte. Et dans la notice, il me donnait, normalement, j'ai cru voir un couple de serrage quelque part. Bon, après investigation dans la notice en anglais, enfin ou en américain plutôt, il y a une erreur dedans. Alors attention surtout, hein, ils te disent que ces vis, les vis qui vont là doivent être serrées à un certain couple. Par contre, ils te disent 180 newtons. Autant te dire que ces vis là à 180 newtons, t'es déjà passé à travers tout. Hein. Donc surtout fais bien gaffe à ça. Je pense qu'à mon avis, il voulait plutôt dire 18 newtons. Moi, je viens de faire quelques tests, je l'ai mise à 20 newtons, donc à 2 kg de serrage. Ça me semble idéal. Donc je te conseille chez toi de mettre 2 kg de serrage. De toute façon, collé avec de la Loctite forte, hein, de la Loctite rouge. Clairement, ça bougera plus. Bon, eh bien on y va. Non, je prends la clé dynamo réglée à 2 kg. Donc 20 Nm, hein, je te le rappelle. Et je serre. Bon, tu vois déjà, hein, à 2 kg, c'est déjà viril quand même. Pour la petite pièce, enfin pour la petite vis surtout. Après, clairement, c'est de la vis en inch. C'est pas de la vis de chez nous. Donc je te déconseille de perdre les vis ou de les abîmer parce que pour en retrouver, tu vas pleurer. Là, allez. Adjugé vendu. Bon, maintenant on passe au remontage, hein, donc même chose dans le sens inverse. Il me reste un petit peu d'huile dans un coin là. Hop. Je remets un peu de gras sur la douille en bronze à l'intérieur là. Histoire d'être tranquille. Hop.
Toc, comme ça, elle est bien en place. Ensuite, on reprend la noix d'embrayage et la rondelle qui va avant. Donc la rondelle dans le fond en premier. Dans le sens du jeu maintenant. La noix d'embrayage dedans. Si elle veut bien retourner en place. Voilà. Après, j'ai une rondelle de blocage bon, qui est déjà malade. Malheureusement, j'en ai pas une autre. Mais bon, je devrais pouvoir la replier ailleurs, je pense. On va m'enlever le petit bout qui dépasse. Voilà. Comme ça, je suis sûr, tu vois. J'avais un petit bout qui dépassait là. Je suis sûr qu'il ne retourne pas devant. Cette rondelle là, c'est vraiment une rondelle frein. C'est-à-dire qu'une fois que ton écrou est en place, tu viens la rabattre normalement sur un coin de l'écrou, histoire de l'empêcher de se desserrer. Donc là, je remets l'écrou. Et avant de continuer, je vais aller voir dans la revue technique le couple de serrage de l'écrou. Bon voilà, après vérification dans la revue technique, donc couple de serrage, ici 90 Nm, douille de 32. Donc là, ça va être un peu viril, surtout avec ce genre de clé. Normalement, si elle est bien serrée, ça fait quand même le taf comme il faut. Donc là, on y va. Voilà, nickel. Ça c'est bon. Donc maintenant on passe à l'étape du montage de l'embrayage. Donc petite particularité ici sur l'embrayage EBC. Je sais pas s'ils sont tous comme ça sur les Banshee, mais en tout cas voilà, tu vois que le disque il est pas totalement rond. Ici tu vois il est plus fin avec un repère. Donc là c'est simple, ces pièces là tu essayes de les équilibrer au mieux dans l'embrayage. Donc là c'est facile à savoir, t'en as 6 divisé par 360 degrés. Pour un tour d'embrayage, ça fait tous les 60 degrés. Donc ensuite tu as un sens de montage quand tu prends les disques. Si tu regardes bien, tu as un côté là, enfin là tu le verras pas à la vidéo, mais quand tu l'as dans tes mains tu t'en rends bien compte. Tu as un côté qui est arrondi, qui est pas saillant, qui ne coupe pas, l'autre côté qui est saillant. Le côté saillant toujours face à toi quand tu montes ton embrayage, donc toujours dans ce sens là, côté saillant sur le dessus. Voilà, si jamais tu ne sais pas faire un embrayage là, sur ce genre de motorisation, c'est très simple. Donc tu commences par un disque garni, un disque lisse, un garni, un lisse et ainsi de suite. Donc les disques lisses sont les disques en métaux comme celui-là. Donc là je vais commencer, hop, j'attrape un disque garni, tu vois, je les ai laissés baigner 24 heures dans l'huile au préalable toujours avant de les monter. Et ensuite je commence à mettre un lisse. Donc je le mets à peu près où je peux. On va dire, allez, admettons là. Je reprends un garni. Hop. Ensuite un second lisse que j'espace d'environ 60 degrés. C'est environ, on n'est pas au degré près, t'imagines bien. À nouveau un garni. Hop. Et on va remettre un lisse, hop là, pas dans ce sens là. Dans ce sens. Hop. Et on continue comme ça jusqu'au bout. Jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Sache que tu commences toujours par un garni et tu finis toujours par un garni. Les disques garnis, bien sûr, eux n'ont pas de sens. Du moins pas sur ce modèle. Il arrive parfois qu'en moto tu aies des disques d'embrayage qui ont un sens de montage. Bien sûr, une petite chose dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, mais tu t'en doutes bien, la rondelle qui était en dessous de l'écrou là, tu as un angle qu'il faut replier sur l'écrou. C'est une rondelle anti-desserrage, si je peux dire ça comme ça. Donc ensuite on prend la dernière pièce qui reste, donc ça s'appelle le plateau presseur. Si tu regardes bien juste là, tu vois une petite flèche ici, donc cette petite flèche là correspond à la flèche qu'il y a juste ici. Donc toi tu la verras pas, mais sache qu'il y en a une juste ici, donc faut les mettre bien en face. Si tu les mets pas en face, en fait ce qui va se passer, alors je vais te montrer, là tu vois c'est bien en face, ça plaque bien comme il faut, mais normalement, j'ai pas fait l'essai, mais en principe, si je la mets pas en face,
ça ne doit pas plaquer. Et tu vois, voilà, ici ça ne plaque pas. Donc fais bien attention à ça, il y en a beaucoup qui se font avoir avec ça. Sur les embrayages, c'est le truc un petit peu con. Voilà. Ensuite, donc on prend les ressorts d'embrayage. Donc idem, hein. Tu fais un embrayage, tu mets des ressorts neufs. Hein. Les ressorts, ça a tendance à s'user. Et sur la longueur, en fait, tout simplement, ils diminuent. Et à force, ils ont moins de pression, le tarage est modifié. Et du coup, ça n'appuie plus comme il faut pour presser sur les disques. Donc, hop, ressort partout. Donc là, t'as pas de sens, hein, tu t'en fiches. Et donc ensuite, il reste les vis à venir mettre. Donc là, idem, couple de serrage. Hein. Donc là, c'est 10 Nm, donc 1 kg. Donc je vais les amorcer juste avec la petite clé à choc. Simplement pour gagner un peu de temps. Idem, si je peux te donner un conseil par rapport à ça, hein, c'est que tu ne les vises pas à fond complètement dès le départ. Parce que tu peux, en fait, en faisant ça, tu vas mettre plus de pression d'un côté que de l'autre. La force sera pas répartie comme il faut. Et tu peux aller vriller les pièces de l'embrayage, hein, que ce soit les disques ou le plateau presseur. Disons que ce serait embêtant. Donc c'est pour ça que tu vois, j'y vais vraiment avec parcimonie. Je les serre un par un et en croix. Ça, c'est des petites choses que tu apprends avec le temps. À force, quand tu as fait la connerie une fois ou deux et que tu arrives à réfléchir le pourquoi du comment, tu sais qu'il faut faire attention. Donc là, j'ai déjà fait ces deux-là. Admettons, hop, je le refasse ici, je le mets à la moitié. Ensuite, son autre pote en face, je le mets à la moitié. Et ainsi de suite, hein. Donc comme je te le disais, en croix. Je reviens au premier. Voilà. Et là, on est pas mal. Je vais juste refaire un petit tour sur tous. Ok. 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 Ah, il en manque un peu. Voilà. Et donc maintenant, je prends la clé dynamo, réglée à 10 Nm. Hop. Et ça fait clic. Voilà, c'est bien gras. Je te dis que j'en chie un peu à la tenir à la main. Ça paraît bête, hein, mais... Et idem, une fois que tu as fini, tu refais un tour sur toutes une à une. Pour être sûr de ne pas avoir oublié d'en serrer une seule. Et voilà. Maintenant on passe au montage donc, du carter d'embrayage, hein, et en l'occurrence de son joint. Si je peux te donner un petit conseil, comme un peu comme dans la précédente vidéo, hein, graisse à roulement partout sur ton joint. D'une, ça va l'aider un peu au niveau de l'étanchéité, voire même beaucoup. Et surtout le gros avantage, hein, c'est que le jour où tu redémontes, il faut toujours penser au démontage, hein, mais au moins ça évite que le joint il reste collé, qu'il y a des morceaux qui restent. Et puis bah clairement, hein, que tu te fasses chier à tout défaire, c'est un peu bête. Tu vois, ça prend, allez, ça prend 2 minutes de faire le tour avec de la graisse. Ça te coûte un peu de graisse, mais tant pis, au moins t'es tranquille. Et puis même si ça communique avec l'embrayage de la boîte, hein, l'huile et de la graisse, hein, ça se mélange quand même relativement bien. Ça reste des produits pétroliers, donc voilà. Un autre conseil au passage, tu vois, je suis comme un con parce que je viens de nettoyer les doigts et j'ai rangé la graisse. Mais ici, tu vois, le passage de flotte qui se fait là, hein, avec un petit joint torique autour. Idem, je te conseille, pas hésiter d'aller lui mettre de la graisse dessus. D'une, pour toi, pour le monter, que ce soit plus facile, et de deux, idem, hein, pour le démontage. Moi, je sais que quand je l'avais démonté il y a quelques temps, j'en avais bien chié parce qu'il était un peu grippé dedans. Donc par la merde, hein, qui peut aller se foutre un petit peu par derrière. Donc là, au moins, comme ça, voilà. Quand c'est blindé de graisse, t'es tranquille. Ça repousse l'humidité et ça aide au démontage et au remontage. Et maintenant, on replace le carter d'embrayage. Hop. En principe, hein, ça doit aller tout seul. On va prendre le maillet. Pas besoin de taper bien dur dessus, hein, tu vois. C'est pour ça que j'adore le maillet.
Voilà, et maintenant on peut remettre toutes les vis autour. Voilà, mon carter d'embrayage est remonté, resserré. Bon là-dessus, pas de couple de serrage, ça reste compliqué avec ce genre de vis cruciforme. Petite précision là-dessus, n'hésite pas à vraiment utiliser un tournevis qui soit bien adapté à la vis, c'est ce qui te permet d'avoir de la force au serrage sans aller foirer les têtes. Si jamais tu te demandes, moi le tournevis que j'ai utilisé ici, donc c'est un KS Tool numéro 03 par 150 mm. Je sais pas si ça va te donner grand chose, mais bon, on sait jamais, des fois que tu vas y trouver exactement le même tournevis. Voilà, c'est vraiment le tournevis le plus adapté à ces vis là, j'ai pu vraiment les prendre, tu vois. Et franchement, tu vois, sans forcer, vraiment dessus, tu foires pas la tête ni quoi que ce soit. Bon, maintenant on va s'attaquer à l'allumage. Alors, pour le desserrer, l'idéal vraiment, ça reste une clé à choc. Si jamais tu as des restes du scooter quand tu étais plus jeune, ou que tu es encore dans le scooter ou quoi que ce soit, surtout ne jamais utiliser un bloc piston. C'est une pièce que tu viens mettre ici à la place de la bougie qui vient bloquer le piston et empêcher la rotation du vilebrequin. Ça, c'est à proscrire. Pourquoi ? Parce que ça force sur les pièces, ça force sur le piston, ça force sur la bielle, etc. Et tu peux même désaxer les vilebrequins parfois. Alors que, aussi bizarre que ça puisse paraître, avec une clé à choc, eh bien, tu ne crées pas ce genre de soucis. Allez, on va voir si ça se dessert comme il faut. Bon, ça va, il n'a pas été trop coriace. Dans le fond, on trouve une petite rondelle. Hop là, tac. Rondelle Belleville d'ailleurs. Je te précise, si jamais tu connais pas, tu vois la rondelle, je sais pas si tu vois bien, mais elle est conique, ça veut dire qu'en fait elle a un sens de montage. Voilà, donc c'est une rondelle qui, une fois qu'elle est serrée, elle est en pression et ça évite le desserrage. Son nom, comme je te le disais, rondelle Belleville. Donc là maintenant, je vais prendre un arrache, en espérant que j'ai l'arrache adéquate. Normalement oui. Donc a priori là, il y a un filetage à l'intérieur du rotor d'allumage ici, donc je vais visser mon arrache dedans et puis je vais te montrer.